Bonjour à tous. Comment le numérique transforme l'école, la formation et plus largement la manière dont on apprendra demain? Ce sera le sujet à la une aujourd'hui de Smart Tech. On ira aussi faire un tour du côté du monde du logiciel libre pour s'intéresser à ce qu'il y a de nouveau dans la bureautique. Mais d'abord une question. L'accès au numérique est-il devenu essentiel en santé? C'est tout de suite dans Smart Tech. Le numérique peut-il aider à améliorer la prévention en santé des personnes les plus fragiles? Que nous disent les études à ce sujet sur le lien entre l'accès au numérique et l'accès aux soins? Je suis en compagnie de Stéphanie Dubouché pour y répondre. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la Fondation Roche qui, pour les 2 années qui viennent, s'est fixée comme mission de renforcer la prévention en santé des personnes vulnérables grâce au numérique. Alors, à ce titre, vous avez commandité une étude, c'est la 2e édition, et qui est donc d'un observatoire désormais, sur l'accès au numérique en santé. En général, on s'intéresse à l'accès au numérique, on s'intéresse à l'accès aux soins. Là, vous mêlez les deux, pourquoi ? Exactement. Donc, la Fondation Roche travaille sur l'accès aux soins des Français et comment améliorer cet accès aux soins à l'heure notamment du virage du numérique qui est opéré dans le système de santé et de s'assurer que ce virage numérique n'accentue pas ou ne crée pas de nouvelles fractures d'accès aux soins sur les territoires. Et donc avec ses partenaires, la délégation du numérique en santé, la Croix-Rouge française, la Mednum et l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française, nous avons lancé la 2e édition de cet observatoire de l'accès au numérique en santé pour identifier plus précisément comment le numérique peut être un levier de prévention pour les publics vulnérables. Un levier de prévention et surtout pas une exclusion supplémentaire en fait. Hein, c'est tout. Qu'est-ce que vous apprenez là justement de cette 2e édition? Quels sont les enseignements que vous en retirez? Alors, dans cette 2e édition, donc, il y a beaucoup d'enseignements. D'abord, on a pu constater par rapport au premier observatoire qu'il y a dans les perceptions des Français une dégradation de l'accès aux soins. Donc on est sur des perceptions, c'est 3000 Français interrogés. Et par rapport à 2021, donc le premier observatoire, on observe qu'aujourd'hui, 1 Français sur 2 se déclare vivant dans un désert médical, donc perçoit en fait qu'il vit dans un désert médical, contre 37% en 2021. Donc on voit bien qu'il y a un fossé qui se creuse dans les perceptions. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que pour 8 Français sur 10 environ, le numérique peut être une réponse pour rapprocher justement les Français du système de santé et améliorer cet accès qu'ils voient se dégrader. Et alors, vous tirez des profils en fait de Français face à cette question du numérique en santé. Et alors, il y a un profil qui est exclu du système de santé et du numérique. C'est lié les deux ? Non, alors on voit qu'il y a un parallélisme souvent qui se crée entre l'accès aux soins et l'éloignement du numérique, oui. Donc les personnes qui sont isolées globalement. Mais on distingue en fait 3 profils sur les vulnérabilités. Un profil de vulnérabilité économique, un profil de vulnérabilité plutôt médicale, d'accès en fait aux soins et de littératie en santé, et un profil de vulnérabilité numérique. Et alors, certains Français craignent d'être moins bien soignés à l'avenir, faute de maîtriser justement suffisamment ces outils du numérique. Est-ce qu'il y a un risque réel selon vous ? Nous, en fait, ce qu'on essaie de distinguer, c'est les défis qu'il y a à relever pour justement faire du numérique un véritable levier d'accès aux soins, d'amélioration de la santé des Français. Et dans ces défis, ce qu'on distingue, c'est notamment le besoin d'accompagner les Français. Donc il y a un vrai besoin de les aider, notamment les populations vulnérables, puisque plus d'1 personne sur 2 dans les populations vulnérables n'ont jamais utilisé le numérique pour leur santé. Donc il y a un vrai besoin d'accompagnement de ces publics pour la prise en main d'utilisation d'outils, de prise de rendez-vous, etc., qui pourra les rapprocher du système de santé. Et il y a aussi 2 autres défis. Oui. Celui de la confiance que les Français ont dans ces outils numériques. Et cela, on le voit, passe très majoritairement par le professionnel de santé qui doit être un prescripteur des outils numériques et pouvoir identifier et guider, orienter les Français dans l'usage des outils numériques dont ils ont besoin, notamment sur les axes de prévention, afin de mieux orienter
les personnes Et vous les outils. pensez à quoi comme outil précisément utile dans la prévention? Outils utiles dans la prévention, donc il y a les campagnes de prévention qui sont poussées vers les publics. Il y a beaucoup de campagnes et on voit notamment que chez les publics vulnérables, ils trouvent ces campagnes parfois trop anxiogènes. Donc l'idée, c'est en fait de pouvoir, grâce à un défi aussi, le troisième dont je n'ai pas parlé, qui est la personnalisation, pouvoir identifier les messages dont ces populations ont particulièrement besoin afin qu'elles n'aient pas l'impression d'être submergées par trop de campagnes, trop de messages, et de pouvoir réellement recevoir les informations qui leur sont utiles. Merci beaucoup Stéphanie Duboucher de nous avoir éclairé sur ce sujet et ces défis à relever. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Fondation Roche. Merci encore. Merci. C'est l'heure, nous, de notre débat sur les nouvelles façons d'apprendre avec le numérique. La délégation de la prospective au Sénat vient de rendre public son travail sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Les sénateurs demandent notamment un meilleur accompagnement des enseignants, un approfondissement de la recherche sur le sujet. Bah oui, parce qu'en effet, derrière les écrans se cache une véritable révolution des apprentissages. Alors comment le numérique transforme l'école, la formation et plus largement la manière dont nous apprendrons demain? Pour en parler en plateau, Delphine Stucchi, bonjour. Pédagogue, pardon. Stucchi. Stucchi. Pourtant, j'ai aussi des accointances italiennes, mais bon. Alors, pédagogue, référente académique de l'e-éducation, adjointe au délégué régional académique au numérique éducatif sur Paris. Et à vos côtés, Marie-Christine Leveb. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. Fondatrice d'EduCapital, premier fonds européen dédié à l'EdTech. Objectif, évidemment, c'est d'apporter de l'innovation dans l'éducation et l'apprentissage. Et on a parlé ensemble d'un livre blanc que vous venez de publier sur l'intelligence artificielle et l'éducation, avec cet enjeu de souveraineté qui est mise en avant. Je voulais d'abord qu'on revienne sur cet autre rapport qui vient donc d'arriver du côté du Sénat. Donc je disais qu'il émane de la délégation à la prospective, mais l'IA à l'école, c'est pas le futur proche. On peut déjà dire que l'IA a fait sa rentrée scolaire. On apprend notamment par les sénateurs que 90% des élèves de seconde utilisent les IA génératives comme ChatGPT, bien évidemment. Est-ce qu'on n'est pas déjà finalement dépassé par le phénomène de l'IA à l'école ? Alors, je vais me permettre, non, nous y réfléchissons depuis un certain nombre de temps, même si peut-être ça ne se voit pas par rapport au grand public. Il y a justement un rapport de mars 2024 sur lequel nous devons nous appuyer, donc, qui a été porté notamment par l'inspecteur général Erwan Petel et qui nous donne des grandes directives. Nous avons aussi fait des séminaires pour accompagner nos cadres. Donc il y en avait un là le 30 septembre. Il y en a un grand séminaire qui a été porté par le ministère donc à Infine, à Poitiers. Donc nous sommes complètement dans l'objet de l'intelligence artificielle qui effectivement... Et déjà depuis le premier rapport Villani en 2018, l'éducation faisait partie des grands secteurs oui, tout à fait. qui étaient concernés par ces questions. Tout à fait. Et on est tout à fait conscient que les élèves utilisent alors ChatGPT ou TikTok au niveau de l'intelligence artificielle, que les enseignants de leur côté aussi l'utilisent. Et à un moment donné, il faut justement croiser, comme dit Bastien Mas, chercheur avec lesquels on travaille, il faut croiser justement les enseignants et les élèves pour apporter un cadre. Et c'est tout le rôle que nous avons, nous, à la région académique Île-de-France, dont je fais partie, pour apporter ce cadre et bien évidemment respecter tout ce qui est aussi RGPD. Parce qu'il faut bien évidemment porter ce sujet-là qui est prégnant. Alors c'est un vrai pharmacon, l'intelligence artificielle. On peut le craindre, mais c'est passionnant. C'est-à-dire que ce qu'on peut arriver à faire avec l'intelligence artificielle va être passionnant. Et l'éducation nationale, justement, va avoir... ça va avoir, à mon avis, une vraie révolution dans l'éducation de nos élèves. Alors, c'est ce que j'allais dire. Finalement, quand on parle de l'intelligence artificielle à l'école, dans l'éducation, ça va au-delà de simplement faire ses devoirs à ChatGPT. On est vraiment sur une transformation des modes d'apprentissage, non, Marie-Christine ? Oui, alors l'IA bouleverse vraiment la manière dont on enseigne et dont on apprend. Ouais. C'est une véritable révolution. Nous, ça fait 10 ans qu'on regarde un peu toutes les disruptions technologiques dans le secteur de la tech. Et c'est vrai que là, on a vraiment une énorme révolution technologique. Alors après, ça fait 10 ans qu'il y a aussi
plein de rapports qui sortent. Je pense que chaque année, il y a un rapport qui sort, soit du Sénat, soit de l'inspection générale des entreprises. Il y a eu des milliers de rapports qui sont sortis sur le numérique éducatif pour dire, voilà, il faut y aller, il faut investir dans le numérique éducatif. On sait qu'à un moment donné, il n'y a pas de raison que l'éducation ne s'en prenne pas de la technologie, puisque tous les autres secteurs ont vécu leur évolution numérique. Et malgré le fait qu'il y ait tous ces rapports, on est toujours aujourd'hui dans une situation où le numérique a du mal à rentrer à l'école. Alors vous faites partie d'un cas un peu différent, c'est un peu un ovni, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un peu un ovni, parce que c'est vrai que Paris et la région Île-de-France a fait beaucoup de choses dans le numérique éducatif, mais aujourd'hui, si on regarde au niveau français, on a dans un lycée ou dans un collège, sur 100 élèves, on en a 30 équipés, donc on a toujours un problème d'équipement, on a toujours des problèmes de Wi-Fi 20 ans après l'arrivée d'Internet. Alors, on a quand même équipé un peu, et derrière, pour moi, on n'a encore pas assez investi dans l'innovation pédagogique. Et les élèves, eux, ils y vont. Les élèves, ils y vont. Et ils y vont par ChatGPT, par OpenAI. Et c'est dommage parce que, l'idée, voilà, moi j'en suis convaincue, c'est que l'idée, c'est qu'il faut mêler éducation et innovation. Et ChatGPT, ce n'est pas un outil d'éducation. Par contre, si on crée vraiment des outils, des innovations d'IA responsables, éthiques, qui sont vraiment faites pour l'éducation, on pourra aller beaucoup plus loin et on pourra résoudre quand même un problème majeur en France, c'est l'hétérogénéité des classes. Aujourd'hui, on a quand même une forte chute des élèves dans les classements PISA, particulièrement dans les matières scientifiques. Et on a une forte hétérogénéité des classes, avec vraiment une très très grande différence de niveau entre les élèves. Et là, c'est ce que l'IA peut faire. Elle peut aider à créer des parcours personnalisés. Plus personnalisés. Qu'est-ce qu'on appelle le numérique éducatif, quand même, d'abord, peut-être, pour commencer ? Alors, oui, c'est une très bonne question, parce que le numérique est partout aujourd'hui, et en fait, très peu de gens savent qu'il a complètement intégré l'éducation avec la création en 2013, donc des délégations académiques au numérique éducatif. Donc, le numérique éducatif, c'est la transformation de l'éducation au et par le numérique, pour favoriser l'engagement de nos élèves, diversifier justement les apprentissages, puisqu'avec le numérique, on va tout à fait porter des sujets transversaux, et c'est les 9 gestes transversaux que l'on a écrits à Paris, ici dans notre livre blanc aussi, pour le numérique. Et puis, c'est aussi faire de nos élèves des citoyens éclairés. Mais ça veut dire des nouvelles pratiques éducatives qui arrivent à l'école. Totalement. Par exemple. Je suis... notamment moi, chef de projet e-éducation sur Paris. Et ça veut dire quoi, la e-éducation ? C'est aussi concevoir des parcours pédagogiques scénarisés. Et c'est là où l'intelligence artificielle va évidemment faire en sorte qu'on va différencier dans les classes, permettre cette différenciation, évaluer différemment. Et le parcours pédagogique scénarisé avec Moodle et Léa, pour ne pas le nommer, qui est un outil national, une ressource nationale, va permettre effectivement de passer d'une posture de l'enseignant de enseigner à faire apprendre. Et là, on est complètement, et je rejoins complètement Marie-Christine. C'est pas la même chose, ça ? Enseigner, faire apprendre ? Ah non. Enseigner, c'est si vous avez la posture d'enseigner, vous êtes dans du descendant du transmissif. Le faire apprendre, vous êtes dans le côte à côte. Et là, l'enseignant a vraiment une vraie réflexion pédagogique, d'ingénierie pédagogique, où il va voir sa classe, dire quelle est la ressource, et ça, le choix de la ressource est essentiel pour l'enseignant. Et on ne déplace pas le sujet. L'enseignant garde toute son importance pour sa classe. Et par contre, la réflexion va être autre, parce que quand on a des élèves justement en difficulté, il faut s'adresser à tous nos élèves. Je parlerai aussi de l'accessibilité avec l'intelligence artificielle qui va avoir, je l'espère, quand même sa place. Pour les élèves en situation de handicap, par exemple. Exactement. Ouais. Pour tous nos élèves en situation de handicap, sur lesquels il faut aussi faire un grand pas en avant. Et je rejoins complètement Marie-Christine. La région académique Île-de-France est peut-être, même si je côtoie beaucoup le national, en avance sur l'accompagnement de nos cadres, formateurs, enseignants sur le numérique éducatif. Mais nous avons une stratégie à Paris. Alors, cette stratégie, je vais peut-être la donner rapidement. Alors, très rapidement, parce que moi, j'ai quand même plusieurs questions avant que vous nous présentiez la stratégie.
D'abord, cette première question, est-ce qu'on est sûr que ce numérique, parce que moi j'entends bien toutes les possibilités de nouvelles manières d'apprendre grâce au numérique, mais est-ce qu'on est sûr que, par exemple, l'utilisation de l'IA générative qui est généralisée partout, ça peut améliorer les apprentissages, ça peut élever le niveau des élèves, Marie-Christine? Alors oui, clairement oui. PISA, qui a fait une étude et qui a montré la baisse de niveau, a montré que les élèves qui utilisaient 1 heure d'outils numériques par jour dans le cadre de l'école avaient progressé de 10 points par rapport aux autres élèves. Pourquoi ? Parce que c'est des outils qui les engagent plus, qui sont beaucoup plus liés à la manière dont ils consomment l'information dans leur vraie vie. L'école, il n'y a pas l'école et on oublie totalement sa vraie vie. Ouais. C'est une continuité de la vie, et donc c'est vraiment des outils qui sont en général plus liés à leurs usages. Donc il peut y avoir de la vidéo, des formats courts, etc., qui les engagent plus dans les outils d'adaptive learning. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage personnalisé. Donc c'est vraiment le fait de donner à chacun un parcours d'apprentissage qui lui correspond, puisque chaque élève apprend, retient de manière différente. Donc certains ont besoin de plus de répétitions, d'autres moins. Donc là, comment ça se passe ? Le professeur fait son cours de manière normale, et quand il donne les exercices, au lieu de donner finalement le même exercice à tous les élèves d'une classe, grâce au numérique, on a juste des parcours, des exercices qui s'adaptent à son niveau. C'est ce que fait. C'est ce que font déjà quand même les... C'est ce que fait le professeur enseignants. particulier quand il a 2-3 élèves, mais quand il y a une classe de 40 on peut plus, ou de 30, on ne peut plus le faire. Et donc on a des preuves que les résultats sont là à chaque fois. Oui, les résultats sont là. Et ce que je voulais dire, c'est que le numérique éducatif, c'est avant tout des outils pour le professeur. Donc le professeur fait clé, c'est des outils qui lui permettent de gagner du temps. Par exemple, avec l'IA, on a une société comme Knowledge qui permet au professeur de créer plein d'exercices, plein de quiz à partir de n'importe quel contenu. Donc ça lui gagne énormément de temps, qui est du temps un peu fastidieux. Oui. Ça permet, maintenant on voit même des choses qui permettent de corriger des copies, de corriger des QCM, des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et ça lui permet effectivement de différencier un petit peu l'apprentissage. Et de l'autre côté, du côté d'élèves, ça l'engage plus, parce que c'est adapté à son usage, et surtout, ça utilise un peu les mêmes mécaniques que le jeu vidéo, c'est-à-dire on progresse toujours. Parce que la grosse difficulté de l'éducation, c'est le décrochage. C'est ce qu'on voit, il y a 80 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire, c'est vraiment notre fléau. Et ça continue à la fac. En première année de fac, il y a 60% des élèves qui décrochent. Et grâce à un apprentissage plus adapté, on arrive finalement à faire progresser les élèves et ne plus bloquer. Alors, juste sur corriger les copies, alors effectivement, ça peut être un gain de temps sur des QCM, mais j'imagine que l'importance quand même de l'enseignant sur bien comprendre justement ce qu'a restitué son élève, la manière dont il a fait, le rôle de l'enseignant, ça reste essentiel. Il est de plus en plus clé, le rôle de l'enseignant, surtout à l'ère de fake news, de manipulation des masses. Donc il y a un énorme sujet que l'enseignant doit éduquer aussi au numérique, éduquer aussi aux dangers du numérique et éduquer à l'esprit critique. Je pense que ce dont on aura le plus besoin dans les années à venir, c'est le développement de l'esprit critique. Alors, peut-être ça va être pour vous l'occasion d'expliquer justement comment se positionne l'Académie sur ce sujet, mais on a quand même aussi un problème, c'est la défiance vis-à-vis des écrans. C'est qu'on entend beaucoup aujourd'hui un discours de rejet vis-à-vis des écrans. Les parents sont inquiets de voir leurs enfants derrière des écrans en permanence. Les professeurs n'ont pas forcément non plus envie de ça. L'éducation appelle à ranger les smartphones dès l'entrée dans l'école. Donc comment est-ce qu'on gère ce paradoxe en disant on veut plus de numérique, donc il faut de l'équipement, et en même temps on dit oh là là, mais attention, les écrans c'est méchant. Je pense justement qu'on va le gérer en apportant de la qualité. Si on rassure les premiers, je pense, inquiets, c'est quand même les parents. À un moment donné, les parents doivent faire partie intégrante de nos réflexions. C'est un sujet évident. C'est quand même notre objectif, c'est d'accompagner leurs enfants, d'éduquer leurs enfants à justement les nouvelles technologies. C'est comment on va faire de nos élèves, leurs enfants, des futurs citoyens. On ne peut pas, nous, être à l'écart de ce qui se passe dans le monde entier et ce que les élèves prennent déjà en main. Donc, il y a un moment donné, si l'école dit on continue avec des méthodes du 19e siècle, sauf que là, on est complètement dans l'industrialisation de l'éducation où on a, comme disait Marie-Christine, 35 à 40 élèves par classe, comment nous allons avoir une crédibilité pour faire de nos élèves, vraiment, je le redis, les citoyens de demain. Les métiers vont beaucoup évoluer.
Ouais. avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais déjà avec le numérique, ça a beaucoup évolué. Les parents ne sont pas toujours au fait de ces métiers. Ça crée, je peux engager aussi la réflexion sur l'inégalité des métiers pour les filles et les garçons. C'est un vrai sujet et c'est un sujet très important sur lequel il va y avoir des impacts économiques, sociaux et sociétaux. Il va falloir prendre ça avec beaucoup de sérieux et ça, c'est ce qu'il faut faire passer aux parents, et je parle de qualité, je parle bien évidemment d'engagement, et à partir du moment où on a un cadre, et ça le cadre il est essentiel pour rassurer, je pense qu'on doit dire aux parents, ok, entièrement d'accord en maternelle, pas d'écran, mais à un moment donné, on monte justement avec un niveau d'écran plus ou moins élargi, et chaque enseignant, de toute façon, je vais vous le dire, nous ne demandons pas à tous nos enseignants de se lancer dans le numérique éducatif. Nous allons garder, bien évidemment, dans une progression à l'année, il y a quelques moments où le numérique, où l'utilisation notamment donc des parcours de ces... Avec Knowledge, nous, c'est très important aussi, c'est une ressource importante. On va former nos enseignants, et les cadres aussi, à l'utilisation modérée de ces ressources pour l'intérêt de nos élèves. Est-ce que cette polémique sur les écrans, elle freine aujourd'hui la révolution des apprentissages ? Alors oui, la polémique des écrans, elle freine l'entrée du numérique à l'école, et c'est vraiment un faux débat, parce que le problème du temps d'écran, c'est le problème des grands réseaux sociaux où les jeunes ont une attitude totalement passive à passer des heures et des heures, et celui qui est le plus à nommer, c'est TikTok. Donc aujourd'hui, il faut s'attaquer au vrai problème, à ce temps passé sur les réseaux sociaux, à cette captation des données par des gens qui ont un modèle publicitaire. C'est pas du tout le numérique éducatif. Et au contraire, le numérique éducatif, c'est enseigner par le numérique, enseigner aux dangers du numérique, et c'est le prof qui en a le contrôle. Et c'est un faux débat qui vraiment est en train de faire reculer la France, tu vois, dans l'avènement du numérique dans l'éducation. Et il faut vraiment s'adresser aux vrais coupables. Et il faut arrêter Et même la commission écran n'a pas dit ça. La commission écran a vraiment dit que le gros sujet, c'était ce temps passé sur les réseaux sociaux. Alors il y a quand même des âges fixés dans cette commission écran qui vont poser un problème si on met le numérique à l'école. Enfin... puisqu'il ne faut pas avoir accès à un portable avant 13 ans, par exemple. Oui, alors moi je pense que je suis tout à fait d'accord. Avant 3 ans, bien sûr, il n'y a pas de portable. Après, c'est un usage qui peut être encadré par les adultes. Après, honnêtement, mieux vaut avoir un smartphone à 11 ans ou à 12 ans à l'entrée en 6e, qui est en général l'âge à laquelle on commence à avoir son smartphone, et faire tous les soirs 15 minutes d'anglais sur une application d'apprentissage des langues, ou 15 la géographie, ou 15 minutes de mathématiques, etc., plutôt que de ne rien faire. Et c'est honnêtement pas les 15 minutes d'anglais ni les 15 minutes de maths qui vont créer une addiction. Voilà. Et en même temps, il faut s'adresser aux vrais problèmes et peut-être à un moment donné couper l'accès sur les réseaux au bout d'un certain temps d'usage, demander des cartes d'identité. Alors, il y aura toujours des gens qui contourneront, mais au moins pour la plus grande majorité, on évitera ce temps excessivement passif. Qui aujourd'hui, donc vous nous dites, freine cette révolution des apprentissages à l'école. Oui, parce qu'on parasite. On se cache derrière ce débat pour pas aborder les vrais sujets, parce que le vrai sujet, c'est aussi le manque de moyens du numérique éducatif. On a investi dans des équipements, il y a eu beaucoup d'argent un peu perdu aussi dans des équipements. Il y a eu les fameuses tablettes de François Hollande qui sont restées dans des placards parce qu'il n'y avait rien à mettre dessus. Et derrière, on n'a pas assez investi dans l'innovation pédagogique. C'est ça le nerf de la guerre. C'est vraiment comment j'utilise le numérique pour faire de l'innovation. Et on n'a pas assez investi aussi dans un grand sujet qui est la formation des profs. Eh ben, voilà. Merci beaucoup en tout cas de travailler toutes les deux sur ces sujets très importants. Marie-Christine Levet d'EduCapital. Merci encore Delphine Stucki, adjointe au délégué régional académique au numérique éducatif à Paris. Juste après, c'est notre rendez-vous avec le monde du logiciel libre. On termine cette édition avec un regard sur le monde du logiciel libre, raconté par Jean-Paul Smets, comme d'habitude, PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors là, tu viens de rentrer de Chine avec, encore une fois, des nouveaux logiciels libres venus d'Asie. Oui, j'ai découvert une société qui s'appelle Dreamnum, qui fait un logiciel libre de bureautique du nom de Univers. Ils sont situés à Shanghai, dans le quartier de Lujiazui, justement à côté de la Pearl Tower et des gratte-ciels financiers. Bon, mais on a déjà pléthore d'offres de suites de bureautique libre, non ? Alors, on a l'impression qu'on en a beaucoup.
Parce que par exemple, dans le domaine du libre, on a des gens comme Nextcloud, Netframe, Twake, OnlyOffice, XWiki, ou chez les gens qui font des suites de collaboratifs, on a Jamespot par exemple, ou Waller. Mais en réalité, derrière ces offres qui sont très nombreuses, se cachent seulement 2 moteurs technologiques. D'accord. L'un qui s'appelle Collabra, LibreOffice de l'éditeur anglais du même nom, et l'autre qui s'appelle OnlyOffice de Ascensio System. Et en fait, toutes ces offres de solutions collaboratives dépendent de moteurs bureautiques européens, mais qui sont un peu limités et qui n'évoluent pas très vite. Et donc, il y a plein d'autres logiciels. Par exemple, en Chine, on a WPS depuis 36 ans, qui a une belle offre libre. ByteDance, l'éditeur de TikTok, est aussi l'éditeur de Lark, une suite bureautique en ligne qui a beaucoup de succès. ThinkFree en Corée. Mais bon, Et donc, que propose Dreamnum de différent avec Univers? Alors, toutes les suites ou tous les moteurs bureautiques ont un gros problème, c'est qu'ils gèrent très mal un tableur Excel de dizaines de millions de lignes avec des formules compliquées. Et ça, c'est ce dont on a besoin quand on fait le budget d'un État ou quand on fait les trajectoires de risque d'une grande banque. Et donc, le fondateur de Dreamnum, qui s'appelle Liu Yang, s'est attaqué au problème en 2016 en essayant de faire un moteur de tableur capable de traiter des calculs avec des dizaines de millions de lignes. Il a réussi. Il en a fait un logiciel libre qui s'appelle Lucky Sheet et qui a commencé à rencontrer beaucoup de succès dans le monde du libre. Et donc, c'est lui qui a créé Dreamnum après? Oui, parce qu'avec le succès, il a été remarqué par tous les géants chinois, Meituan, Ali, Kingsoft eux-mêmes, et il a eu des offres. Alors, il a rejoint ByteDance pour travailler sur le tableur de Lark. D'accord. Mais en fait, la technologie de Lark était en quelque sorte moins avancée que celle de Lucky Sheet, et donc il s'est dit, moi ce que j'ai envie, c'est que mon tableur, mon moteur qui permet de gérer des dizaines de millions de lignes, ça devienne un produit international qu'on puisse vendre à toutes les entreprises du monde. Et c'est comme ça en fait qu'un dirigeant des GAFAM et un très célèbre investisseur chinois lui ont fait un fonds d'amorçage et lui ont permis avec quelques millions d'euros de transformer Lucky Sheet en Univers, de créer la société Dreamnum. Au passage, les fonctions de table pivot qui étaient libres sont devenues propriétaires. Le produit s'est donc développé plus vite au détriment de la liberté avec un modèle open core. Et alors, comment est-ce que tu vois l'avenir de Univers? Alors en fait, ce que nous dit Liu Yang, c'est que pour lui, ce qui va changer les choses, c'est l'IA. Donc ça s'appelle univers.ai. Et parce qu'en fait, quand on fait du tableur, avant de traiter les données, on les collecte. Ensuite, on les met dans une base de données, ensuite on les traite et ensuite on les présente. Et pour lui, l'IA permet d'automatiser la collecte et d'automatiser le nettoyage d'une part et d'aider l'utilisateur à faire ses présentations plus rapidement. Et donc, c'est ce genre de service propriétaire qui va être intégré dans Univers, en complément d'une base libre, qui est en fait le socle technologique intégré par les éditeurs, puisqu'on va pouvoir imaginer par exemple qu'un des éditeurs français de solutions collaboratives intègre Univers. Et l'argent, en fait, entre 3 000 $ et 30 000 $ par an que peut gagner Univers va provenir en fait de ces services propriétaires. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets, qui nous raconte ce monde du logiciel libre régulièrement dans Smart Tech. Et merci à vous de nous suivre régulièrement à la télé, sur la chaîne Be Smart for Change, sur les podcasts et les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.